Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième vlog concernant la conférence américaine de santé au travail et AOHC 2021, conférence toujours virtuelle, toujours en direct de chez moi à Edmonton. Alors trois sessions aujourd'hui auxquelles j'ai assisté. La première session, en fait c'était deux sessions séparées mais sur un thème similaire, portait sur une mise à jour, un update sur l'anatomie, la physiologie et la sémiologie de l'examen de l'épaule et du rachis. Une session fort intéressante qui a permis de reposer un petit peu au clair les prérequis pour faire un bon examen clinique au niveau que ce soit de l'épaule ou du rachis lombaire ou cervical d'ailleurs. Avec aussi quelques définitions, la différence entre strain et sprain, qui sont deux mots qu'il est facile de confondre en anglais. Strain étant l'atteinte du composant contractile, tandis que sprain, vraiment une atteinte du composant ligamentaire. Donc strain tendineux et sprain ligamentaire. Je devrais pouvoir m'en souvenir parce qu'il y a un T dans strain, comme dans tendon, probablement, ça pourrait être un bon moyen mnémotechnique. Je vais évidemment pas vous passer en revue l'entièreté de cette session qui vraiment reprenait des bases d'anatomie, des bases sur comment taper les réflexes, qu'est-ce qui énerve quoi. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui faisait la présentation était le directeur médical d'une société d'assurance qui s'appelle Texas Mutual Insurance. Et il a mis en ligne un certain nombre de ressources vidéo sur la manière de faire un examen à la fois du rachis et de l'épaule. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Ce qui me fait penser aussi, et c'est une ressource que j'utilisais du temps où j'exerçais en France, et c'est d'ailleurs une ressource francophone pour les personnes de langue française qui pourraient écouter, c'est le protocole SALTSA, S-A-L-T-S-A, qui doit se trouver quelque part sur le site de l'INRS, l'Institut français national de recherche en sécurité, et qui propose en fait des vidéos montrant l'examen également du membre supérieur et du rachis et du membre inférieur pour toutes les problématiques de troubles musculo-squelettiques. Donc là aussi, c'est une ressource intéressante qui n'a bien sûr pas été évoquée aujourd'hui. Je vous la mettrai également en barre de description si vous préféreriez quelque chose en langue française, si j'arrive à la retrouver, parce que ça commence à dater un petit peu. Deuxième session aujourd'hui, eh bien, une session concernant les déterminants sociaux de santé. Malheureusement, une session qui a souffert un peu de problèmes techniques, puisque en gros, on n'a plus eu de son à partir peut-être des 2/3 de la présentation. Alors, la présentation était assurée par le docteur Kevin Smith, qui est directeur médical d'une entreprise appelée ProMedica 360 Health. Il a rappelé la définition du CDC, des déterminants sociaux de santé, comme en gros les conditions dans lesquelles les problèmes de santé peuvent apparaître, conditions comprenant les lieux de vie, les lieux d'apprentissage, les lieux de travail et de divertissement. Il a également mentionné un programme fédéral américain appelé Healthy People 2030, donc personnes en bonne santé 2030, qui est un grand projet en fait fédéral comportant un volet sur les déterminants sociaux de santé, volet qui comporte en fait 5 thèmes qui sont en fait un récapitulatif des différents aspects que comprend l'évaluation des déterminants sociaux de santé. Accès et qualité des soins, numéro 1. Numéro 2, accès et qualité de l'éducation, contexte social et communautaire, stabilité économique et quelque chose dont l'intérêt monte ici, c'est l'intérêt dans ce qu'on appelle les built environments, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, les environnements construits, et neighborhood qui est ce qu'on pourrait appeler l'environnement de quartier. En gros, tout ce qui va faciliter les déplacements, la mobilité à proximité, l'accès à l'eau potable, ce qui est un problème au Canada, notamment dans les réserves autochtones. Hein. Il y a des grosses problématiques d'accès à une eau potable de qualité dans un pays comme le Canada.
et puis l'accès à des transports publics, l'accès à des magasins, etc. Tout ça, c'est dans cette bannière de neighborhood et built environments. Il rappelait que 30 à 55% des problèmes de santé étaient d'une manière ou d'une autre liés à des déterminants sociaux de santé. Et puis, il a passé une diapositive qui était assez intéressante sur le fait qu'on ne se pose peut-être pas forcément les bonnes questions, ce qui amène à prendre du recul vis-à-vis de comportements que peuvent présenter les patients. Je m'explique un petit peu. On peut s'étonner, s'offusquer que les patients puissent éventuellement ne pas faire suffisamment d'exercice physique, par exemple. Certains médecins du travail ont à cœur de se mobiliser pour l'exercice physique. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit un prérequis de base dans la pratique de la médecine du travail, parce que l'exercice physique, c'est plutôt quelque chose qui relève de la santé publique que de la médecine du travail, mais passons ce débat-là, ce n'est pas l'objet. Un certain nombre de médecins discutent de ça. Donc on pourrait questionner, est-ce que vous faites de l'activité physique? Mais ce qu'on questionne peut-être moins, c'est pourquoi vous faites ou vous ne faites pas de l'activité physique, et est-ce que vous disposez des infrastructures qui permettent de faire ça? Notamment, est-ce que votre environnement proche est suffisamment sécuritaire pour pouvoir faire de l'activité physique? C'est sûr que tout cela est socialement situé, c'est-à-dire que si vous êtes dans un quartier riche, vous allez peut-être plus facilement avoir des parcs, des infrastructures qui vous permettront d'avoir une activité physique, tandis que si vous êtes dans un quartier beaucoup moins favorisé, eh bien, ça peut être risqué de sortir après une certaine heure, en tout cas plus risqué que dans certaines zones, et les infrastructures peuvent être défaillantes. Donc ça, c'est assez intéressant. Je le mets personnellement en perspective avec des questions qui sont assez récurrentes en santé au travail, qui est d'expliquer les déterminants des comportements des travailleurs que l'on voit, que l'on constate ou dont on a connaissance d'une manière ou d'une autre. Notamment sur le port des équipements de protection individuelle. Ça, c'est quelque chose que Damien Cru a discuté dans un ouvrage qui s'appelle « Le risque et la règle, le cas des travailleurs du bâtiment ». Je vous mettrai la description, les références du livre dans la barre de description. Dans cet ouvrage, Damien Cru explique entre autres choses, les problématiques ayant attrait à la sécurité dans le bâtiment et aussi passant en revue tout ce qui se passe au niveau des processus décisionnels qu'un ouvrier doit faire dans un contexte de travail. Je le résume d'une manière très très synthétique, puis ça fait un bout de temps que j'ai lu cet ouvrage, je ne saurais que vous le recommander. Mais revenons au sujet. Quand on est à discuter des équipements de protection individuelle en médecine du travail et en santé au travail d'une manière générale, on peut avoir cette tendance un peu de donneur de leçons à se dire « Ah là là, salariés, qu'est-ce qu'ils sont nuls, ils ne portent pas les équipements de protection individuelle, vous devriez porter, on vous les met à disposition et vous ne les portez pas, qu'est-ce que vous êtes mauvais, qu'est-ce que vous n'êtes pas bon ?» Eh bien, l'idée c'est aussi de se dire mais que le travailleur a des circonstances dans lesquelles il va avoir une facilité ou non à porter ces équipements de protection individuelle. Par exemple, si on met à disposition des équipements de protection individuelle qui prennent 15 minutes à mettre, par exemple, toute la panoplie pour aller dans une aile Covid, en prenant les tenues, les masques, les gants, etc., qu'il y avait à un moment de temps dans les lieux les plus à risque de Covid. On sait que dans certains endroits, les travailleurs rapportaient qu'il fallait jusqu'à 15 minutes pour bien mettre les équipements. Ça paraît beaucoup, mais ça peut être très, très important. On peut penser aussi aux travailleurs de l'amiante. Il faut qu'ils aient leur protection qui soit mise, ça met énormément de temps. Eh bien, si vous avez, dans ces cas extrêmes, énormément de temps requis pour faire la protection, mais une pression temporelle à avoir de la productivité, si dans le même temps votre employeur vous dit la sécurité mais aussi les résultats, eh bien là on a quelque chose qui ne matche pas. Et le salarié il est obligé de faire des choix. Il est obligé de faire des choix. Et des deux, il est bien possible qu'il sacrifie sa propre sécurité au détriment de la production qu'il doit rendre et qui lui est demandée. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête, c'est très important et ça renvoie aussi à cette idée de chercher les déterminants des comportements que l'on voit. Et ces déterminants peuvent aussi être des déterminants sociaux de santé.
Dernière présentation, une présentation très intéressante du directeur du NIOSH, John Howard. Le NIOSH, donc le National, quand c'est un truc qui s'appelle National quelque chose, c'est forcément américain, donc National Institute for Occupational Safety and Health. C'est donc l'institut américain fédéral de santé sécurité au travail. C'est une émanation du CDC, hein, le Center for Disease Control. Donc c'est vraiment une institution fédérale très réputée, à la fois bien sûr au niveau des États-Unis d'Amérique, mais aussi au niveau international. Présentation donc très intéressante, plutôt ciblée sur la vaccination Covid et toutes les implications en termes d'activité professionnelle. Il rappelait que l'autorisation des vaccins Covid aux États-Unis, déjà il y a le Pfizer, le Moderna et le Janssen qui a été suspendu mais qui a repris depuis le 23 avril, qui sont les trois vaccins autorisés. Le AstraZeneca, aujourd'hui le 4 mai 2021, n'est pour l'instant pas autorisé. Les trois vaccins dont je parle précédemment, avec lesquels j'ai absolument pas de conflit d'intérêt, j'ai pas d'action dans aucune de ces entreprises pharmaceutiques, pardon, aucun lien avec ces entreprises-là. Ces trois vaccins donc ne sont approuvés que pour une situation d'urgence. Il n'y a pas d'autorisation finalisée de mise sur le marché. Et bien ça a un impact terme juridique très important parce que il y a un cadre législatif sur la vaccination qui existe et le fait qu'on puisse rendre obligatoire dans certaines circonstances la vaccination, eh bien, tout cela va être beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre avec des vaccins qui n'ont qu'une autorisation d'urgence de mise sur le marché. Le docteur Howard a rappelé également que les vaccins ne sont pas à 100% efficaces et que évidemment et immanquablement on va avoir des cas qui vont nous être rapportés de gens qui vont faire la Covid-19 bien qu'ayant été vaccinés. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et qu'il faut expliquer aux gens auxquels on s'adresse. Il a bien sûr rappelé le faible taux d'effets secondaires. Il a aussi rappelé que la remise en route du vaccin de Johnson & Johnson, donc le Janssen, s'était faite avec la nécessité d'informer notamment les femmes de moins de 50 ans sur le risque de thrombose. À ce jour, on ne sait pas si on aura besoin d'injections supplémentaires, on ne connaît pas encore très bien la durée de l'immunité conférée par la vaccination. Il a parlé également des variants, ce qu'on appelle les Variants of Concern, ici VOC, qui se définissent par soit un impact négatif en termes de diagnostic, de traitement ou d'efficacité vaccinale, soit par une transmissibilité accrue, soit par une sévérité de la maladie accrue. Aujourd'hui, le variant B117 ou 117 est devenu prédominant aux États-Unis et il commence à y avoir ce variant indien, le B1617, qui a été identifié. À ce jour, il y a aux États-Unis plus de 240 millions de doses qui ont été administrées. Et le problème est que c'est les plus âgés en fait qui ont été le plus vaccinés, donc la partie de la population au-dessus de 70 ans. Et toute la tranche d'âge qui va être dans l'âge de travailler, disons les 18-65, c'est une population qui pour l'instant n'est pas encore énormément vaccinée. Donc là on a un premier problème. Deuxième problème avec la vaccination, eh bien, c'est les différences ethniques. Il y a des différences ethniques majeures entre la population blanche caucasienne qui est vaccinée de manière plus fréquente que sa présence dans la population, c'est-à-dire il y a plus de gens en proportion, disons, pour le dire plus simplement. Quand vous êtes blanc, vous avez plus de chances d'être vacciné que quand vous ne l'êtes pas. Donc tous les autres groupes, que ce soit les personnes d'origine hispanique, asiatique ou les personnes de couleur de peau noire, sont avec des taux de vaccination qui sont plus faibles que ce qu'ils devraient être. Donc là, on a un problème majeur. Ce qui refait le lien avec la précédente présentation sur les déterminants sociaux de santé et qui peut aussi faire le lien avec des problématiques aussi de racisme systémique qu'il faut examiner plus en longueur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que dépendamment de votre origine ethnique, les gens ne sont pas égaux vis-à-vis de la vaccination. Ce qui a aussi des impacts éthiques, comme on va le voir quand on discutera du passeport vaccinal.
Venons-en maintenant à une question qui est très intéressante du point de vue, je sais notamment en France. Est-ce qu'on peut rendre la vaccination Covid obligatoire en milieu de travail? Aux États-Unis, la position donc, du docteur Howard, du NIOSH, hein, qui a quand même une certaine autorité dans le domaine, est de dire que le CDC promeut la vaccination, le CDC va encourager la vaccination, mais ne peut pas la rendre obligatoire, parce qu'il n'y a pas les outils légaux pour rendre cette vaccination obligatoire, et parce que énormément de questions en termes de législation santé et travail vont se poser dans ce contexte-là. Alors, pourquoi c'est pas possible de la rendre obligatoire? Pour un certain nombre de raisons. Premièrement, on rappelle que c'est une autorisation d'urgence qui a été donnée à ces vaccins, et que s'il est possible de rendre la vaccination obligatoire pour des vaccinations pour des enfants ou des travailleurs de la santé, eh bien c'est plus compliqué d'appliquer ces obligations-là pour un vaccin qui n'a qu'une autorisation d'urgence. Ensuite, il y a un certain nombre de choses, une question intéressante qui est de savoir, je suis employeur, je propose la vaccination à mes salariés, le salarié le refuse. Est-ce que je peux me servir de cela pour licencier le salarié? Eh bien, c'est compliqué, parce qu'il va falloir démontrer premièrement que vous n'avez pas pu aménager les postes de travail. Et ça, on en revient à cette question-là, qui, quand on discute le caractère obligatoire d'une vaccination Covid, est quand même pas souvent évoqué. Quand je vois les discussions en France, notamment sur ce sujet-là, plus personne s'intéresse aux aménagements du poste de travail. C'est pas parce que c'est la Covid qu'il faut enlever les principes fondamentaux de la santé au travail, qui sont que quand un poste n'est pas adapté, eh bien, il faut l'aménager. C'est pareil avec la vaccination, c'est-à-dire si il y a un risque lié à la Covid-19, qu'on propose la vaccination et que cette vaccination, pour une raison ou pour une autre, n'est pas possible, eh bien, il faut envisager d'aménager le poste de travail. Alors, ça met de côté, bien sûr, ça met de côté, dans une certaine mesure, les travailleuses et travailleurs de la santé, puisque être au contact des patients dans un certain nombre de postes est, indissociable du poste de travail. Ce serait donc ce qu'on appelle en anglais le undue hardship, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel il est impossible d'adapter le travail, et donc à partir duquel il faut penser à l'inaptitude. Mais même dans le domaine de la santé, des repositionnements de postes peuvent être envisagés pour des travailleuses et travailleurs qui ne peuvent pas être au contact des patients. Il y a un certain nombre de tâches, notamment de santé publique, notamment de laboratoire, notamment d'accueil, qui peuvent se faire de manière protégée et à distance. Donc même dans le domaine de la santé, il faut penser à ces aménagements de poste. Donc ça, c'est la première chose. C'est pas parce qu'on refuse la vaccination Covid que on doit tout de suite sauter sur l'entretien préalable à un licenciement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir montrer que l'absence de cette vaccination pose une menace directe. Et alors là, il va falloir le prouver, et encore une fois, eu égard au fait qu'il faut aménager les postes de travail. Un texte de référence qui a l'air assez important aux États-Unis, un texte fédéral, est l'ADA, qui est l'American with Disability Act. Donc, Act, c'est souvent alors, c'est pareil au Canada, hein, c'est en termes de... Je ne suis pas juriste, il va peut-être y avoir des juristes qui vont m'écouter. Mea culpa, je fais peut-être des raccourcis, mais quand un texte de loi s'appelle Act, donc en Alberta par exemple on a un Occupational Health and Safety Act, ce sont les grands textes qui posent les grands principes. Puis après on a des codes qui vont décliner les principes en des textes plus opérationnels. Donc ça c'est un assez haut niveau de loi. Ce texte-là, l'American with Disability Act, est un texte important qui va réaffirmer la nécessité d'aménager les postes de travail jusqu'à ce qu'on atteigne ce point de undue hardship, c'est-à-dire on aménage le poste de travail jusqu'à ce qu'il soit possible de le faire, et il faut que l'employeur puisse démontrer qu'il a atteint ce point-là. Par exemple, ça c'est un concept qui est plus facile à comprendre quand on est habitué à utiliser ce terme-là. Si vous êtes paraplégique et que votre bureau est au premier étage ou au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur, vous ne pouvez pas licencier la personne du prétexte qu'elle n'a pas accès à son bureau si vous n'avez pas essayé de mettre le bureau au rez-de-chaussée, par exemple. Ça, on ne peut pas dire que le point de undue hardship il est atteint dans ce cas de figure-là. Ça, c'est un exemple.
Donc voilà, alors il y a, je vais donc avancer et conclure sur cette présentation sur notamment le passeport vaccinal. Alors le passeport vaccinal, le directeur du CDC, Nayosh, a pas d'opinion personnelle sur pour ou contre, mais ça peut être utile d'un point de vue de santé publique, ça permet d'identifier les gens qui sont vaccinés, ça peut permettre de reprendre les voyages, mais ça ne va pas s'en poser un certain nombre de questions. Premièrement, des questions qui sont des questions de santé. Si on met en place aujourd'hui un passeport vaccinal et que l'immunité elle dure 1 an, comment on va faire évoluer le passeport vaccinal? Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il y aura une date d'expiration sur ce passeport vaccinal? Deuxièmement, problème éthique. Il y a une inégalité d'accès au vaccin, on l'a dit, en plus une inégalité ethnique d'accès au vaccin. Si on renforce cette inégalité ethnique d'accès au vaccin par un passeport vaccinal qui permettrait de donner droit à certaines activités, là on est en train en gros de continuer à renforcer un phénomène, appelons-le clairement, de racisme systémique qui pose quand même un problème. Ensuite, il y a un problème d'opérationnalité, c'est le fait que, eh bien, il y a des faux qui circulent et c'est assez simple. D'ailleurs, le FBI a mis en place un warning, un appel, en tout cas, une information, une note, on pourrait dire, sur des cartes de vaccination contrefaites. Donc là, il y a aussi ce problème-là. Pour finir, certaines universités ont prévu de demander à leurs étudiants pour la reprise du trimestre d'automne 2021 d'avoir une preuve de vaccination, tout en ayant en tête les exemptions pour les motifs religieux, très importants aux États-Unis, et assez large d'esprit sur la question religieuse, et aussi les problématiques médicales. Qui peuvent être des exceptions. Donc certaines universités vont demander ces passeports vaccinaux-là. Voilà pour cette journée-là. Je m'arrête là pour cette vidéo, encore une fois bien trop longue, et je vous donne rendez-vous demain pour d'ailleurs le dernier jour de cette conférence très intéressante.